Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Alémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Également avec nous ce soir Fabrice Rousselot, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous. Fabrice, Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir. Et par Skype, cette fois Marie-Roger Biloa, directrice générale d'Africa International Media Group. En direct, Marie-Roger de Yaoundé. Merci à vous aussi de participer à cette émission. Marie-Roger, au sommaire, donc ce soir, d'une semaine dans le monde, la France a enfin un Premier ministre. Michel Barnier a été nommé. Passation de pouvoir hier entre le plus vieux Premier ministre de l'histoire de la 5e et le plus jeune Gabriel Attal. Michel Barnier, en quelque sorte toléré par le Rassemblement national, apparu faiseur de roi dans le cadre de ses consultations présidentielles pour trouver un Premier ministre. La gauche fulmine. Jean-Luc Mélenchon parle d'élections volées. Olivier Faure d'une crise de régime. Le Parti socialiste promet la censure. Grand rassemblement prévu demain samedi dans plusieurs villes de France. Au sommaire également, une nouvelle fois l'Ukraine. Volodymyr Zelensky était aujourd'hui en Allemagne. Il s'est rendu notamment sur la base américaine de Ramstein, venu exhorter en personne les alliés de Kiev à livrer davantage d'armes de défense aérienne alors que l'Ukraine est toujours soumise à des attaques massives de la Russie. Une frappe sur la ville de Poltava a fait 55 morts au moins et 300 blessés selon un dernier bilan. Cette semaine aussi, vaste remaniement ministériel en Ukraine qui a besoin d'une nouvelle énergie selon les mots de Volodymyr Zelensky. Et puis également cette semaine, le sommet Chine-Afrique de Pékin qui s'est achevé d'ailleurs aujourd'hui. Une cinquantaine de chefs d'État du continent étaient présents. Le président chinois a promis d'engager 50 milliards de dollars de lignes de crédit, d'aide et d'investissement d'entreprise. De nombreux dirigeants ont formulé toutefois le souhait d'un rééquilibrage de la relation avec le premier partenaire commercial du continent. Et donc, le premier thème d'une semaine dans le monde ce soir, Michel Barnier, donc nommé enfin par Emmanuel Macron, nommé Premier ministre à l'issue d'interminables consultations. Michel Barnier, homme de droite, à la carrière prolifique, proche idéologiquement d'Emmanuel Macron, une candidature compatible aussi visiblement avec le Rassemblement national, contrairement à Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, un temps pressenti pour le poste. La gauche, elle, dénonce une élection volée et parle d'une crise de régime. On va écouter tour à tour Michel Barnier, c'était hier lors de la passation de pouvoir, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. D'abord, du respect entre le gouvernement et le Parlement, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques qui y sont représentées, et je vais m'y atteler dès ce soir. Du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. Je pense qu'aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Oui. L'entourage du Premier ministre fait savoir qu'il a pris contact avec des personnalités de gauche. Ah bah écoutez, il ne doit pas me considérer comme une personnalité de gauche puisqu'il n'a pas contacté. C'est une trahison démocratique. Vous avez des Français qui ont voté et qui ont placé en tête le nouveau Front populaire. Et vous avez maintenant un Premier ministre qui est issu du parti qui a fait le score le plus faible. Il a fait 6%. À qui s'adresse-t-il en réalité ? À la gauche ? Non, à l'extrême droite. Alors Patricia, avant de parler de ses oppositions, Michel Barnier, un homme en tout cas d'expérience, ça c'est indéniable, et relativement consensuel par rapport à d'autres candidatures. Consensuel parce qu'il n'a pas l'opposition du Rassemblement national. Essentiellement, pour le reste, on ne peut pas dire que le NFP l'adoube, c'est le moins que l'on puisse dire. Non, ce que je crois, c'est que c'était le plus petit dénominateur commun qui restait au président de la République. C'est un homme qui, effectivement, à Bruxelles, tout le monde l'a répété aujourd'hui, a su négocier le Brexit britannique. Et franchement, pour avoir un peu suivi toutes les négociations, c'était pas une mince affaire. C'est un homme que certains qualifient de besogneux, ce qui n'est pas forcément un terme très honorifique, mais en tout cas un grand travailleur. Bon, ça ne préjuge pas s'il va réussir, malgré le travail, à régler les problèmes immédiats qui se posent, c'est-à-dire composer en urgence quand même un gouvernement,
On se souvient que Gabriel Attal avait mis un certain nombre de jours à le composer, et pourtant, ce n'était pas la même situation. Composer un gouvernement parce que début octobre, il y a le budget. Alors, on peut décaler, je crois, de quelques semaines. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des artifices pour rendant possible un décalage. Mais enfin, néanmoins, le budget, c'est octobre. Que ce soit le 1er ou le 15, ça sera octobre. Donc, il y a des vraies urgences, sans parler des urgences économiques. Et face à lui, il y a tout le monde qui dit aujourd'hui, grosso modo, on va voir ce qu'il propose pour se prononcer. On va voir ce qu'il propose pour se prononcer. C'est pas simple comme enjeu. C'est un numéro d'équilibriste, Fabrice, qui s'annonce effectivement. C'est un numéro d'équilibriste, mais surtout, je trouve que c'est un spectacle un peu désolant de la politique française. Moi, je me suis attaché à regarder un peu, par exemple, les unes de la presse internationale cette semaine ou les dernières semaines. C'était chaos, c'était impasse. Michel Barnier, on le sait, est un homme de consensus. Si je puis me permettre, il y a quelques années, on se moquait même. Il était bon temps de se moquer un peu de son ton consensuel. On l'appelait Monsieur 110 volts. Voilà, donc il a en effet échappé, semble-t-il pour l'instant, à la censurabilité. J'adore ce nouveau mot qui est apparu par rapport au Rassemblement national. Mais si on élit des premiers ministres, ou en tout cas si on nomme des premiers ministres par rapport à une potentielle censure du Rassemblement national, qu'on ne sait pas encore quelle va être la direction du gouvernement, que de toute façon, quoi qu'il arrive, Michel Barnier n'aura pas de majorité absolue, donc il devra composer à l'Assemblée. Je pense qu'il y a beaucoup de risques qui sont pris, et surtout, encore une fois, pourquoi avoir rendu ce spectacle, par exemple, public de la part d'Emmanuel Macron? Honnêtement, je pense qu'on n'avait pas besoin de savoir qu'on convoquait un tel ou un tel, qu'un tel. Par rapport, quand on regarde les sondages désormais, les Français, par rapport à l'intérêt de la politique, plus personne ne croit en la politique ou aux politiciens. Donc, on est vraiment dans une période qui est une période inédite, on l'a dit, mais c'est une période qui peut être très dommageable pour la politique française. Et si Michel Barnier est renversé dans quelques semaines, où va-t-on ? Et là, c'est en effet très compliqué. Marie-Roger, pour rebondir sur ce que Fabrice vient de dire, les électeurs de gauche, principalement, ont un sentiment de dépossession aujourd'hui ? Certainement, mais ce que je voudrais relever pour soutenir ce que vient de dire, ce que tu viens de dire, Fabrice, pardon, c'est un peu comment tout ça est perçu en Afrique. Là, on ne s'occupe pas tellement de la personnalité de Barnier parce que probablement c'est un monsieur bien, c'est un homme de consensus, on l'a beaucoup dit. Peut-être c'était la moins mauvaise solution, on n'en sait rien. Mais enfin, c'est le processus qui choque les gens. On a eu... et ça, c'est assez grave parce que la France, surtout dans les pays francophones, reste un peu le modèle, comme disait quelqu'un tout à l'heure. J'écoutais un débat sur une radio camerounaise. Il disait que lorsqu'on essaye de faire entendre raison à nos dirigeants qui n'agissent pas forcément selon... les règles de la démocratie, etc. La France est souvent une référence. Mais là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ne digèrent pas encore que l'élection démocratique, la démocratie, c'est avant tout aussi des chiffres, hein, c'est des nombres, c'est la majorité, ceux qui arrivent avant. Et donc, le fait que le nouveau Front populaire est arrivé avant les autres partis, a gagné relativement cette élection et a été écarté. Et c'est une autorité, une décision autoritaire arbitraire, en estimant qu'eux, ils ne sont pas capables de gouverner. Et là, ce qu'on met en place, c'est un Premier ministre qui est plutôt proche du Front National, adoubé par le Front National, c'est-à-dire que le président Macron décide d'autorité que s'il faut choisir, il choisit plutôt la droite que la gauche, et c'est totalement antidémocratique. Et ensuite, une chose aussi qu'on peut noter, c'est que on s'est beaucoup habitué en France à avoir des majorités nettes. Mais là, peut-être qu'on est en train d'entrer, j'allais dire, dans la normalité européenne, où on a souvent affaire à des coalitions où aucun parti n'émerge avec plus de 50%, et vu ce qui s'est passé maintenant, le fractionnement de l'Assemblée, de l'opinion, et qui va conduire justement à la nécessité d'apprendre
à faire des coalitions, à négocier, à s'arranger. Donc ça, c'est un développement qu'on ne réalise peut-être pas, on pense peut-être que c'est un avatar et qu'aux prochaines élections, on aura une majorité. Peut-être que c'est fini avec ça pour moi. Voilà donc pour ce regard, Patricia, depuis l'Afrique, la gauche fulmine, on l'a compris. Jean-Luc Mélenchon parle d'une élection volée. Le Parti socialiste annonce déjà une censure. À quoi s'attendre dans les prochains jours, à commencer par cette mobilisation convoquée demain, qui aura lieu dans plusieurs villes de France. Je reviens juste, avant de répondre à la question, sur ce que dit Marie-Roger. C'est très intéressant ce qu'elle dit, parce que c'est toute notre image en Afrique qui est en train, déjà, elle était malmenée, mais avec cette image d'un président qui finalement gouverne la France un peu comme un roi, ou comme, qui bafoue certains résultats électoraux, franchement, on aura du mal à donner des leçons de démocratie après, je pense. Bon, ça, je ferme cette parenthèse. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On a en fait une situation effectivement totalement paradoxale. La gauche complètement unie, le NFP complètement uni, parce que quand on écoute la maire de Paris, elle dit tout simplement si on n'a pas un Premier ministre de gauche, c'est à cause du NFP, parce qu'on n'a pas accepté Cazeneuve. Donc disons que le NFP, pour l'instant, le nouveau Front Populaire tient. Mais jusqu'à quand, on ne sait pas, déjà, parce qu'on voit que ça se fragmente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un peu la fin quand même d'une ère Macron. L'ère Macron, c'était la Start-up Nation, c'était tous des jeunes mecs sortis de l'ENA, très bien cérébrés, intelligents, qui allaient très vite dans la réflexion, mais qui n'avaient, ma foi, pas beaucoup d'expérience, en quelque sorte, politique. Et là, on retrouve un monsieur de l'Ancien Régime, pratiquement de l'époque d'avant, qui se réclame du gaullisme, et pratiquement du gaullisme des années 60. Et donc, très poli, très mesuré, qui donne une petite tape sur l'épaule de Attal. Et qui a quand même commis une petite bourde lors de la passation de pouvoir, parlant des gens d'en bas. Justement, mais cette bourde, les gens d'en bas, mais c'est complètement années 60. Ça prouve... Alors, outre que ça cache peut-être un mépris important, mais je crois aussi que c'est une culture profondément enracinée et qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est sûr que c'est pas un start-upper et que, si vous voulez, il va falloir quand même ajuster les mentalités et trouver des ministres qui collent un peu aussi à la France d'aujourd'hui et pas à la France des années 60. Un dernier mot avant les... Oui, on a un peu l'impression, en effet, d'un retour au monde d'avant. Alors après, il va y avoir des dossiers très pragmatiques. On l'a dit, il y a le budget. Alors justement, ça va être quoi les chantiers il y a le budget, ça c'est clair. Il y a les engagements qui avaient été pris par rapport aux agriculteurs. Il y a la transition écologique. Dossier qui connaît bien. Exactement. Dossiers, donc, le bâtiment. Le bâtiment. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a l'éducation, dont ils ont parlé avec Attal. Donc, il va lui essayer d'avancer sur ces dossiers-là. La vraie question, c'est en effet cette opéra politique qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, où chacun va jouer, et chacun joue sa carte. On a vu des choses pendant cette période qui étaient absolument ahurissantes. On a vu des gens se déclarer pour la présidence de la République. On a vu des gens dire que je suis disponible, je peux y aller. Enfin, Édouard Philippe. Voilà, ou Ségolène Royal qui se disait disponible pour aller à Matignon. Donc c'est vrai que ces éléments-là, on a l'impression qu'on ne les maîtrise plus tellement, qu'on est dans un théâtre un peu politique. Après, il va falloir passer par des étapes qui sont des étapes assez simples. Il y a un discours de politique générale. Il y a des dossiers à évaluer. Et puis, il y aura certainement une notion de censure de la gauche. Et on verra bien ce qui se passe. La prestation ce soir est quand même importante à la télévision, parce que les Français ne connaissent pas le Premier ministre. Et ce qu'il va dire ce soir, ça va aussi être un élément important d'adhésion ou de rejet des Français. Laure, les dessins sur ce premier thème. Oui, alors il ne vous a pas échappé que nous allons clôturer les Paralympiques dimanche. Donc je vous présente ce premier dessin de CAC pour l'opinion. C'est aussi donc la fin d'une laborieuse attente de cette semaine qui se solde par un drôle de podium, j'ai envie de dire. Et quand je dis drôle, c'est vraiment très très drôle. Un peu triste. Ben voilà, on peut dire que Macron est en tout cas le champion du déni de démocratie. Et puis je voudrais quand même qu'on zoome particulièrement sur la caricature de Mélenchon qui est absolument... voilà.
idéal, c'est l'un des meilleurs Mélenchon qu'on puisse faire en caricature. Un deuxième dessin de la jeune dessinatrice française Soph, qui est aussi très bien vue, sans vouloir filer la métaphore sportive. Elle nous montre comment le RN a joué les arbitres dans cette nomination. Matignon, Macron a choisi, et puis tout le monde aura reconnu Marine Le Pen à côté. Elle aussi appréciera la caricature. Voilà, qui lui dit, oui, tout à fait, on est servi côté caricature là aussi. Un autre dessin du dessinateur Urbs qui nous montre comment face à Barnier, il y a pas de censure de principe pour le RN qui attendra le discours, on vient de le dire, de politique générale pour juger sur pièce, je cite. Et le RN, ma foi, il semble prêt à le recevoir si l'on en croit ce dessin. On verra ce qui va se passer et comment le jeu politique avec le RN va aussi évoluer au cours des prochaines semaines. Et puis pour terminer, ce dessin de Nicolas Vado pour l'Écho en Belgique à la question pourquoi Barnier à Matignon. C'est sans doute Vado qui a trouvé la bonne réponse. Gérer les gamins turbulents, ça me connaît. On sait que Vado a toujours représenté le Brexit anglais avec ce petit bonhomme, ce sale gosse, ce bébé, tout. C'était une meilleure caricature de Boris Johnson. Oui, aussi. Donc il y a le Brexit d'un côté. Et puis il y a, vous l'aurez reconnu, le président Macron qui a, faut-il le rappeler, dissous l'Assemblée. Donc voyons si la longue expérience du consensus et du compromis politique arrivera à dompter toutes les colères de tous les Français. Merci beaucoup Laure pour ces premiers dessins. Au sommaire également d'une semaine dans le monde ce soir, l'Ukraine une nouvelle fois. Volodymyr Zelensky était aujourd'hui en Allemagne, rencontre avec le chancelier à Francfort, en présence également à une réunion du groupe dit de contact des alliés de l'Ukraine à Ramstein, et c'est une première. Les États-Unis ont annoncé à cette occasion une nouvelle aide de 250 millions de dollars, alors que l'Ukraine, vous le savez, est toujours soumise à des attaques massives de la part de la Russie. Une frappe sur la ville de Poltava a fait au moins 55 morts et 300 blessés selon un dernier bilan. C'était en début de semaine. On va écouter Volodymyr Zelensky, c'était aujourd'hui à Ramstein. Oui, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants pour chaque aide militaire que vous fournissez à l'Ukraine. Mais nous avons besoin de plus d'armes pour expulser les forces russes de nos terres, en particulier dans la région de Donetsk. Nous avons besoin de capacités de frappe longue distance, pas seulement sur les territoires occupés en Ukraine, mais aussi sur le territoire russe. C'est comme ça que nous obligerons la Russie à négocier la paix. Et c'est donc la première fois, Patricia, qu'il se rend à Ramstein, un signal fort. Oui, enfin, il est dans son offensive actuellement à la veille de ces rencontres qu'il va avoir aux États-Unis. Donc la première étape, effectivement, c'est Ramstein. C'est la première fois où il y allait, puisque c'est en somme un centre où ceux qui soutiennent l'Ukraine militairement affinent leur stratégie, leurs décisions, etc. Là, c'est pas un succès, hein. C'est pas un succès parce que pour l'instant, il a eu effectivement cette promesse américaine d'un peu d'argent. Faut-il encore que ça se débloque? Parce que la dernière fois, à l'automne 2023, il y a eu des problèmes, même de déblocage. Ça s'était fait trop tard pour que ça soit pris sur les caisses du gouvernement, enfin du président, de la présidence américaine. Donc là, il ne remporte pas de succès puisqu'on ne l'autorise pas à frapper dans la profondeur. Et on ne lui promet pas des missiles comme il le souhaite, longue portée, type Patriote et autres. Donc, il repart un peu bredouille, toujours avec cette idée, effectivement, et ça, je pense qu'on va en parler, qu'il est dans un nouvel élan, que malgré tout, malgré ses difficultés, parce que sur le terrain, ça se passe quand même mal. Dans le Donbass, à part une petite victoire ces derniers jours et hier, qui est même incompréhensible pour plusieurs stratèges militaires, les Russes avancent assez vite et les Ukrainiens reculent encore plus vite. Donc ça se passe mal sur le terrain. Les Alliés ne débloquent pas, et surtout les Américains, parce que sinon les Britanniques avaient donné leur accord, ne laissent pas tirer en Russie. Et les élections américaines, et ça, je pense aussi que surtout tu vas en parler, les élections américaines approchent. Et si c'est Donald Trump, tout va se rejouer. Donc, il y a une fenêtre de tir. Lui, il pousse. Les Russes poussent aussi. Et les Russes agitent à nouveau la menace nucléaire.
Et il pousse donc dans l'Est de manière continue. Il y a aussi ces bombardements massifs, avec notamment au moins 55 morts à Poltava cette semaine. La stratégie russe, c'est quoi ? La stratégie russe, c'est de contrer la stratégie de Zelensky. Je crois que Zelensky a lancé un coup de dé, il y a un mois avec cette offensive en pénétrant en Russie. L'intention, c'était dans la région de Koursk, puisqu'il a 1300 km² désormais. L'intention, c'était quoi ? L'intention, c'était de dire on va faire pression pour potentiellement arriver à une table de négociation en montrant qu'on a une partie de la Russie, on va pouvoir négocier, etc., etc. Il s'attendait peut-être aussi à ce que Vladimir Poutine redéploie des troupes du Donbass vers la région de Koursk. Il ne l'a pas fait du tout. Ce qu'a fait Poutine, au contraire, il a attaqué en force encore à l'Est. Il avance de façon très marquée, comme l'a dit Patricia. On est pratiquement à 1 kilomètre par jour, donc ça va quand même très très vite. Et donc, en fait, Zelensky se retrouve un peu coincé puisqu'il avait parié sur un espèce de coup d'éclat. D'ailleurs, on le sait, on ne sait toujours pas qui était au courant, qui ne l'était pas, mais enfin, en tout cas, il a fait ce coup d'éclat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut plus d'armes, donc il le demande. Il lui faut aussi aller viser plus loin sur le territoire russe. Et pour l'instant, une grande partie des Occidentaux ne veut pas qu'on aille viser plus loin sur le territoire russe. Et il a ce calendrier, il a l'Assemblée générale de l'ONU, et comme l'a rappelé Patricia, il a les élections américaines. Les élections américaines, pour Zelensky, ça va être un test, absolument le test ultime. Si c'est Trump qui passe, la situation change du tout au tout. Pour Moscou aussi. Bien sûr, bien sûr. Marie-Roger, une frustration grandissante du côté de Volodymyr Zelensky par rapport à l'attitude des Occidentaux, alors que sur le terrain, on l'a compris, les choses ne vont pas en faveur de l'Ukraine. Eh bien, tout à fait. Je reprends l'expression de Fabrice de test ultime, parce que cette affaire, la crise ukrainienne, comment on peut l'appeler, l'invasion de la Russie, est un test grandeur nature de ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les Européens, dire les Occidentaux, puisque c'est l'Europe et les États-Unis, les Occidentaux, pour secourir un pays comme l'Ukraine qui se réclame un peu de leur camp, parce que c'est ce que veut l'Ukraine. Et on a vu depuis maintenant plus de 2 ans que cette affaire dure. Et là, ce qui vient d'être dit sur le plateau n'en est que l'illustration. Les hésitations, les reculs, on veut ci, mais on ne veut pas trop. On veut aider Zelensky, mais on ne va pas lui donner telle arme. Et puis, il faudra attendre. On donne de l'argent. Enfin, c'est-à-dire la capacité à repousser l'attaque de la Russie, maintenant, puisque c'est une guerre entre l'Occident et la Russie, ça se dessine comme une prochaine défaite encore du camp occidental. Parce que ça c'est vraiment un test. Si on n'arrive pas sauf si on se dit oui, tout ça peut durer des années, on ne saura pas si c'est vraiment une victoire ou un échec, mais enfin, ce sera déjà considéré comme une non-réussite. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à repousser l'envahisseur, on n'a pas réussi à récupérer les territoires conquis, entre guillemets, et malgré les milliards qu'on a mis, il y a une forme d'indécision, de manque de vision. On a vu aussi, et puis maintenant les hésitations. On sait qu'en Allemagne, ils veulent réduire l'aide à l'Ukraine, notamment aussi sous la pression de l'AfD, qui est un parti qui ne soutient pas l'aide à l'Ukraine, et ce parti d'extrême droite qu'on a suivi et qui a encore une capacité de croissance. Et donc, ça se passe mal. On a du mal à voir comment l'Ukraine, malgré la supériorité sur le papier du camp occidental, a réglé ce problème concret de repousser la Russie. Et pendant ce temps, la Russie a répété encore cette semaine que sa priorité numéro 1, c'était la conquête totale du Donbass. Vladimir Poutine se dit quand même prêt à des négociations de paix sur la base des discussions qui s'étaient entamées au printemps 2022. Quelles discussions possibles dans ce contexte ? Négociations de paix dont parle Vladimir Poutine, c'est annexer forcément tout le Donbass et en gardant la Crimée. Et là, on peut faire la paix.
Alors c'est sur des critères qui sont pour l'instant totalement inacceptables pour les Ukrainiens, parce que toutes les pertes, toutes les morts ont été justement faites pour reconquérir et reprendre le Donbass et en finir avec cette armée du Donbass. Donc Vladimir Poutine mène le jeu, et je reviens sur le fait qu'il a dit qu'ils allaient revoir justement toute leur politique en matière de nucléaire, puisque le dernier traité bientôt arrive au bout, en quelque sorte. Il va falloir renégocier. Et là, il veut reconcevoir. Et là, de nouveau, il agite la menace. Alors, quand Vladimir Poutine agite la menace, ce n'est pas forcément qu'il est en position de force. C'est parfois qu'il se dit qu'il y a une certaine urgence. Et l'urgence, on en a parlé, et Marie-Roger en a parlé. Effectivement, tout ça, et Fabrice, c'est les élections américaines. Parce que... effectivement, Donald Trump a dit qu'il réglerait le problème très vite avec son ami Il assure qu'il a un plan de paix très précis, mais qu'il le 24 dévoilera plus tard. Bon, mais ça, je doute que ça soit 24 heures. Et en plus, l'homme est fantasque et peut changer. Mais en tout cas, si ce n'est pas les démocrates, effectivement, la situation est très difficile et très tendue. Et je partage complètement l'analyse de Marie-Roger. Il y a une incapacité de l'Occident, du camp occidental, à dresser une stratégie visible de soutien, et stratégie visible et efficace de soutien à l'Ukraine. Et ça fait que le jeu de la Chine. En plus, là, je pense il y a un sentiment de lassitude générale qui est de tous les côtés. C'est qu'on le voit dans les capitales occidentales, on le voit aux États-Unis, on le voit en France, on le voit en Allemagne, on le voit en Ukraine, on le voit un peu en Russie, où on voit de plus en plus des réflexions sur cette guerre, combien de temps va-t-elle durer, etc., etc. Donc il y a ce sentiment de lassitude générale, mais on ne voit pas pour autant quelle serait la porte de sortie. On parlait tout à l'heure du plan de Trump. La presse américaine, qui a un peu travaillé, etc., disait tout simplement que le plan de Trump, il était tout simple. C'était de s'arrêter là où on était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, les Russes gardent ce qu'ils ont aujourd'hui, et c'est tout, on arrête. Évidemment, c'est inacceptable pour Zelensky et pour l'Ukraine. Et pour l'Europe. Et pour l'Europe, et pour les Occidentaux qui ont fait tout ce soutien à l'Ukraine. Donc on est quand même dans un casse-tête qui continue, et comme je le disais, avec ce sentiment que... Les opinions publiques sont un peu lassées. C'est-à-dire que même autour de moi, les gens qui s'intéressent à la politique et la politique internationale sont un peu lassés. On a l'impression que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, ce n'est pas très bon pour l'Ukraine et pour Zelensky. Laure, est-ce que nos propos se reflètent dans les dessins cette semaine ? Eh bien, totalement. Un premier dessin du dessinateur suisse Chapat pour Le Temps, qui revient justement sur cette incursion ukrainienne en Russie, qui est assez audacieux parce qu'il porte sur le pari risqué. On a employé à maintes reprises cette appellation de cette attaque de l'offensive ukrainienne à Koursk. Bon, il remet aussi un petit peu les points sur les i au passage. Juste une opération militaire spéciale, disent les Ukrainiens aux Russes. Chacun aura compris. Cet autre dessin, Patricia disait tout à l'heure, Zelensky pousse, les Russes poussent aussi. Eh bien, c'est exactement ce que le dessin d'Amorim, dessinateur brésilien, montre dans cette allégorie de la porte-tambour pour justement qualifier le moment présent d'une guerre qui s'enlise depuis bientôt 3 ans, et où les belligérants finissent par un petit peu tourner en rond. La lassitude dont tu parlais aussi, Fabrice, elle transparaît dans ce dessin, et on a un peu le vertige d'imaginer que l'Ukraine peut ne pas sortir victorieuse de ce conflit. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur français Rodot, parce qu'on l'a dit, dans le Donbass, malheureusement, la Russie progresse. Et donc voilà, on a frappe massive de la Russie sur l'Ukraine, on a Zelensky sur le terrain de guerre qui dit finalement on reçoit plus de munitions des Russes que de nos alliés. Merci beaucoup, Laure. C'était une illustration parfaite de nos propos. Dit, non, je crois. Effectivement. Dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, le sommet de la coopération sino-africaine. Grand rendez-vous trisannuel avec les pays du continent africain qui s'est donc tenu cette semaine à Pékin et qui s'est achevé d'ailleurs aujourd'hui. Une cinquantaine de chefs d'État du continent étaient présents. Devant eux, le président chinois a promis d'engager 50 milliards de dollars de lignes de crédit, d'aide et d'investissement d'entreprises. On va écouter Xi Jinping. Les relations entre la Chine et l'Afrique connaissent actuellement la meilleure période de leur histoire. Pour l'avenir,
La Chine est prête à approfondir sa coopération avec tous les pays africains qui ont des relations diplomatiques à un niveau stratégique. Et on va tout d'abord interroger Marie-Roger qui se trouve donc à Yaoundé. Marie-Roger, effectivement, les relations Chine-Afrique ne se sont jamais aussi bien portées? Oui, on peut le dire, même si on a beaucoup relevé que la Chine investit un peu moins parce qu'elle-même a pas mal de problèmes. Mais vous avez vu, la Chine fait son sommet. Il y a plus de 50 pays représentés, quand même au très haut niveau. Voilà, tout ça est une démonstration de force et qui est je dirais, en creux aussi une forme de défiance au monde occidental. On y revient. Et je sais, juste pour reparler du premier thème, je sais que dans certaines délégations africaines qui étaient là-bas, on s'est beaucoup moqué de ce qui se passait en France, en disant, vous voyez la démocratie, ce que c'est, etc. Mais cela dit, on a beaucoup évoqué la dette des pays africains vis-à-vis de la Chine, mais on n'a pas ainsi insisté sur ce que ça veut dire en réalité au quotidien pour les pays. Parce que si on dit oui, mais la Chine, voilà, elle prête moins parce que justement les pays sont en difficulté, ils ne peuvent pas trop rembourser, donc elle fait attention, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, ou qu'on ne dit pas assez, c'est que la Chine, qui a prêté beaucoup, ne le faisait pas vraiment dans une perspective, je dis pas de développement des sociétés et du PIB des pays, parce que les pays sont littéralement étranglés par la dette. C'est-à-dire que près de la moitié des pays africains ploient sous la dette extérieure, d'après ce que dit la BAD. Ça veut dire qu'il y a environ 1 milliard d'Africains qui vivent dans des pays où on met plus d'argent à rembourser les intérêts de la dette que dans l'éducation et la santé, puis tout le reste. On a vu, et surtout, ça plombe complètement la capacité à investir dans l'avenir, créer des emplois. Parce que si vous faites des chemins de fer disproportionnés, comme par exemple celui entre Nairobi et Mombasa, alors les économistes vous disent qu'il ne produira jamais suffisamment de revenus pour justifier ce que ça a coûté. C'est-à-dire c'est les méga projets comme ça, dont une partie a été engloutie par la corruption. Ça fait que d'un côté, voilà, les pays sont étranglés, ils ne peuvent pas investir, on ne peut pas aider les jeunes. Vous savez, la situation de la jeunesse dans les pays africains, mais aussi, ça crée beaucoup d'instabilité. On a vu au Kenya, pourquoi il y a quelques semaines, il y a eu des rébellions, je ne sais pas, 20, 30, 50 morts, on ne sait pas exactement. C'est parce que William Ruto, le président, dont la Chine représente à peu près 70 à 80% de la dette extérieure, cherche désespérément des devises, de l'argent pour pouvoir rembourser. Et donc, qui devait payer les frais? C'est la population. Il augmente la TVA, il augmente des choses comme ça. Enfin, le pouvoir d'achat était complètement effondré. Donc, les gens étaient dans la rue. On a vu la même chose, des émeutes de la faim au Nigeria. Pareil, la Chine représente à peu près 80% de la dette extérieure du Nigeria. Et c'est ça. Et donc, on a une situation extrêmement explosive. Et donc, si on vous dit, et autre chose, un autre point, c'est que les sociétés, les États endettés comme ça, sont tellement fragiles et vulnérables au coup d'État. C'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire, ça commence, les gens n'en peuvent plus. Ils sont dans la rue et dénoncent la corruption. Et de la corruption, mais aussi c'est parce que pas d'emploi, les infrastructures de base, la santé, etc., les jeunes ne savent pas, ne voient pas d'avenir, et ça a des implications politiques. Donc je m'arrête là parce que c'est un sujet. Et parce que Fabrice réagissait, hochait de la tête. Fabrice. Je voulais réagir sur la dette parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, on se souvient très bien de l'Afrique qui reprochait à l'Occident justement d'être trop endetté, de vouloir de demander à supprimer ses dettes, etc. En fait, c'est le même scénario qui se reproduit avec la Chine, mais avec une petite différence aussi, c'est que la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait quand un pays est trop endetté? C'est qu'elle lui demande pour repayer sa dette entre guillemets
d'aller chercher ses minéraux, ses ressources naturelles, etc. Donc on est quand même dans un... Et à cet égard, beaucoup de dirigeants africains ont formulé le souhait d'un rééquilibrage. Et donc on n'est pas dans une intention de développement de l'Afrique où on est là pour aider, etc. On est sur une stratégie qui est la stratégie chinoise depuis des décennies, qui est de faire de l'économie une stratégie diplomatique et d'influence. Mais voilà, c'est quand même une offensive tous azimuts, hein, Patricia, à la fois économique, militaire. Je crois que la Chine veut aussi une nouvelle base navale sur la côte atlantique. Elle a une base à Djibouti, mais elle veut aussi une base de l'autre côté. Elle forme aussi beaucoup de troupes militaires sur place et ça se double. Alors, on a eu de projets politiques également. On a eu effectivement un glissement. Je crois qu'au départ, effectivement, la Chine était complètement dans une orientation très économique, hein, de se fournir finalement dans tous ces matériaux rares dont elle a besoin et de ne pas du tout développer, comme l'a dit Marie-Roger et Fabrice, le continent en leur faisant simplement de temps en temps des grands travaux, mais souvent avec d'ailleurs des entreprises chinoises. Bon, aujourd'hui, cet aspect économique reste mais c'est pour écouler toutes ces batteries qu'elle a en trop, ces panneaux photovoltaïques, etc. Ça, parce que comme l'Europe et les États-Unis se ferment, il faut bien les écouler quelque part. Mais l'autre, que vous mettez tout à fait en avant, l'autre objet, et le réel objet, je crois, du président, du secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi, c'est le côté politique, diplomatique, parce que en s'attachant l'Afrique, il s'attache une position de rêve au sein des Nations Unies. Donc, tous ces pays, en gros, soutiennent ou en tout cas ne s'opposent pas. On a beau dire que, effectivement, les pays africains veulent garder l'amitié des pays occidentaux et l'amitié de la Chine, veulent se positionner au milieu. Néanmoins, quand il s'agit de vote, le choix est vite fait. Parce que les Chinois. Et puis, pour les Africains, pour la Chine, il y a aussi cet enjeu géopolitique qui est former les élites africaines, politiques, dans l'esprit du parti unique dominant, et puis aussi avoir des bases militaires et s'implanter à travers leur société militaire privée. Et grosse présence aussi au sein des opérations de maintien de la paix. Ils ont dépassé les Russes en livraison d'armes. Mais il y a un vrai changement quand même de paradigme, parce que c'est vrai qu'entre les Russes et les Chinois, on est passé de l'Occident aux Russes et aux Chinois. On a un peu... Si on revient un peu à l'histoire, quand la Chine a débarqué en Afrique, c'est dans les années 50, c'était Mao Tse-tung. Il voulait pourquoi faire? Pour faire deux choses. L'image de la Chine et gagner des votes et du soutien auprès de l'ONU. Donc on est dans ce développement-là, mais c'est vrai que quand on regarde sur les 10 dernières années ce qui s'est passé, le départ notamment de la France, du Sahel, etc., on est dans un changement de paradigme total. Par contre, les difficultés de l'Afrique, elles sont toujours là, et je ne crois pas que ni les Russes ni les Chinois n'aient forcément envie de les résoudre comme ça, en tout cas en bienfaiteurs. Ce n'est pas le cas. On est dans des calculs stratégiques, diplomatiques et économiques. Et très brièvement, la dette de la Chine est très faible. La part chinoise dans la dette globale n'est que de 12%. Il ne faut pas non plus... C'est les grands bailleurs internationaux qui sont derrière, et souvent les grands bailleurs internationaux, à terme, ils effacent. Laure, les dessins sur ce... Marie-Roger, un tout dernier mot alors, avant les dessins. Un tout dernier mot, vraiment, c'est très important. Je suis ravie que Fabrice et Patricia aient souligné ça. La Chine n'est pas plus sympathique que les autres. Parce que si les pays africains sont détournés du FMI, etc., ils sont trop regardants, en même temps, c'est une espèce de carcan. Les pays qui nous prêtent veulent savoir si on applique des droits de l'homme, etc. Les Chinois, ça va aller beaucoup mieux. Mais il faut savoir que pour leur dette, ils sont intransigeants. Vous savez, même les aménagements de dette, c'est pas évident. C'est-à-dire, vous arrivez plus. Non seulement il n'est pas question d'effacer, mais il les aménage difficilement. Un exemple, c'est la Zambie. En Zambie, la Zambie a fait défaut en 2020. Il lui a fallu 4 ans pour que la Chine consente à aménager un petit peu la dette. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème qui va avoir son importance. Je crois que ça va aller... Les gens vont être de plus en plus lucides sur la question. Laure, les dessins sur ce dernier thème.
Ben oui, je vais commencer par 2 dessins vus d'Afrique. Un premier dessin du grand dessinateur Gado, qui est tanzanien, mais qui travaille pour The Daily Nation au Kenya. Il est remarquable, ce dessin, sur l'influence justement chinoise sur le continent africain, avec l'empereur Xi Jinping qui trône sur l'Afrique comme sur la Chine, pour contrer toute influence exposée en leader du Sud global, ce concept un petit peu flou. Cet autre dessin qui nous vient de Mehdi, dessinateur tanzanien, justement sur cette histoire de dette, et qu'il dénonce ici sans détour, ce cercle vicieux de ce partenariat, plus la Chine prête à l'Afrique, on l'a dit, 50 milliards de dollars sous forme de prêts d'investissement, plus l'Afrique s'endette, ce qu'on voit très, très bien dans ce dessin. Et puis pour terminer, un dessin du Brésil, du dessinateur brésilien Amorim, qui nous montre justement l'aspect un petit peu géopolitique et la rivalité entre Pékin et Moscou pour maintenir leur influence sur le continent africain. On voit qu'en ce moment, celui qui a l'avantage, effectivement, c'est plutôt Xi Jinping. Mais en embuscade, tu as d'autres. Voilà, exactement. Merci beaucoup Laure, merci à vos dessinateurs pour tous ces dessins. Merci Fabrice, merci Patricia et merci à Marie-Roger depuis Yaoundé. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Émission à retrouver sur notre site internet, en podcast et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. On fait un point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.